Bonsoir à toutes et à tous. Bah, je crois qu'on va commencer parce que c'est un peu l'horaire qui nous y oblige. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Jean-Marc Laforêt, je suis depuis le mois de juin dernier le nouveau président de la Maison de l'Amérique latine. Et donc je participe activement à beaucoup d'activités de la maison, mais encore plus pour la Tribune des Livres et encore plus ce soir avec notre ami Juan Gabriel. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie et ma relation avec Juan Gabriel, mais on s'est connus en 2013 quand lui était de retour en Colombie et moi j'étais nommé ambassadeur de France en Colombie. Donc voilà, les filles de Mariana et Juan Gabriel étaient au lycée français qui était à 2 pas de l'ambassade. Donc c'est là que, humblement, j'ai découvert. Enfin, on m'avait parlé du travail de Juan Gabriel avant que je parte là-bas. Et d'ailleurs, souvent, après, quand on me demandait comment on fait quand on ne connaît pas la Colombie, moi, je dis, dans ce cas-là, on achète 2 livres. Un livre de Juan Gabriel qui est dans la traduction en français, Le bruit des feuilles qui tombent, et un livre des choses qui tombent, et le livre de Hector Abad, El olvido que seremos, sur l'oubli que nous serons. Et donc, je pense que quand on a lu déjà ces 2 livres, on comprend beaucoup de choses à la Colombie. Donc merci beaucoup à Juan Gabriel et à Patrick qui a organisé cette séance. Donc moi, je n'en dirai pas plus. Patrick présentera Juan Gabriel. Mais franchement, c'est un honneur pour nous on recherchait quand est-ce qu'on t'avait eu à la Maison de l'Amérique latine. Et donc là, les historiens divergent. Voilà, il y a un débat. Juan Gabriel, en 2012, a eu le prix Roger Caillois, qui est un prix qui est co-organisé par la Maison d'Amérique latine, la Société des Amis et Lecteurs de Roger Caillois et le Pen Club International. Donc en 2012, c'est Juan Gabriel. Et donc il est venu à cette occasion-là. Après, certains assurent l'avoir vu en 2017, par exemple au moment de l'année France-Colombie, où il était à la Maison de la Poésie à l'autre, mais peut-être est-il venu ici. On ne sait pas. Finalement, c'est le propre souvent des écrivains. On n'arrive plus à distinguer la réalité de la fiction. En tous les cas, 2012, c'est sûr. 2025, c'est sûr aussi. Merci. Merci. Bon, je vais prendre Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous d'être venu si nombreux. Et merci surtout à vous, Juan Gabriel Vasquez, d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de votre dernier ouvrage qui s'intitule La traduction du monde et qui vient de paraître aux éditions du Seuil, dans une traduction de Isabelle Guignon, impeccable comme toujours. Alors, il ne s'agit pas d'un roman, ce qui est peut-être la grande différence de votre œuvre telle qu'on la connaît. Vous êtes romancier, je crois que c'est pas vraiment pas la peine que je vous présente longuement. Donc, il y a Le bruit des choses qui tournent, comme monsieur Laforêt vient de le mentionner. Il y a aussi Le corps des ruines. Récemment, il y avait une rétrospective, une très belle biographie romancée, même si le terme n'est pas exact, du cinéaste colombien Sergio Cabrera. Je voudrais aussi mentionner le très beau recueil de nouvelles qui s'intitule Un chanson pour l'incendie. Voilà, donc vous êtes, je crois que vous êtes édité dans une trentaine de pays, vous êtes récent, vous avez reçu donc le prix Roger Caillois ici à une douzaine d'années, qu'on appelle le rappel Monsieur Laforêt. Vous avez eu le prix Biennale du livre Maria Vargas Llosa, vous avez eu le prix Académie royale d'Espagne, vous avez eu le prix Impact Tablet, bref, vous avez une magnifique carrière, et pourtant, je dirais pourtant, parce que vous écrivez ce livre donc, qui est une collection d'essais littéraires, dans lesquels que vous dressez, pour aller vite, on pourrait dire que vous faites une magnifique défense de l'art romanesque, de l'écriture romanesque, mais vous le faites parce que vous vous sentez obligé, vous sentez que je dirais l'importance de l'écriture romanesque diminue, alors même que votre carrière en tant qu'auteur s'affirme. Vous dites dans les premières pages que vous avez constaté qu'au fond, depuis le XXe siècle, depuis à peu près 25 ans, la littérature, pour aller très vite, je dirais, le prend-moi, elle n'imprime, pour utiliser un terme à la mode, elle n'imprime plus autant qu'elle avait imprimé au cours du XXe siècle. Et donc, vous dressez dans votre livre un constat magnifique de toutes les différentes, les différentes modalités de l'écriture et vous parlez de
la capacité de la littérature à sonder les mystères. Vous parlez de la littérature en tant qu'espace de liberté. Vous parlez aussi du lien entre littérature, entre fiction et temps. Donc vous faites au fond une magnifique défense de la littérature, mais parce que vous la sentez menacée. Alors ces textes, il faudrait peut-être le préciser, mais rapidement, ce sont des transcriptions améliorées et retravaillées de 4 conférences que vous avez tenues à Oxford en octobre 2022. Et vous dites également dans les premières pages, et avec ça, je vais commencer ma première question, que vous étiez, je dirais, confirmé dans votre intuition quant à la place qu'occupe dorénavant la littérature à notre époque, par un essai littéraire, mais aussi que vous avez lu de l'écrivaine britannique Zadie Smith, qu'elle avait publié en 2019 dans la New York Review of Books, et vous êtes notamment frappé par une phrase dans laquelle elle pose la question, est-ce que la littérature, telle qu'elle était, est-ce qu'on la connaît encore? Et vous êtes frappé par l'usage de l'imparfait, par le fatalisme qui vient avec l'imparfait. Et vous dites que là aussi, il y a quelque chose probablement qui est sans et qui s'est perdu. Et donc, vous avez rédigé ces textes qui sont au fond une magnifique promenade à travers la littérature, notamment du 19e et 20e siècle, mais vous remontez aussi jusqu'au 16e siècle pour certains points qu'on va certainement mentionner. Mais je voudrais qu'on enchaîne ma première question, à savoir ce qui vous a amené à partager le pessimisme de Zadie Smith, cher Juan Gabriel Vasquez. J'aime bien partager le pessimisme, c'est toujours quelque chose à partager. Comme ça, c'est moins lourd. Merci Patrick de prendre charge de cette conversation. Merci Anne, Jean-Marc, pour cet accueil à la Maison de l'Amérique latine, qui est un lieu qui m'est très cher, qui fait partie de mon éducation sentimentale, où je suis venu pour la première fois il y a 30 ans, presque 30 ans. Et je suis très content de présenter ce livre ici avec vous tous et toutes. Merci d'être venus pour m'accompagner. Bon, je dis dans le livre, Patrick, qu'on pourrait très bien faire une histoire du roman, non pas avec les romans qu'on a publiés, mais avec les défenses du roman. Et c'est vrai, c'est comme si le roman comme genre avait eu une nécessité particulière de se défendre tout le temps, comme si c'était un genre beaucoup plus que la poésie ou que l'épique ou que le théâtre, que le théâtre a subi les attaques de nos sociétés au fil du temps. Mais le roman, pour une raison quelconque, semble s'être habitué à la nécessité de se défendre, de se justifier. Il y a la défense du roman écrite par George Orwell dans les années 30. Il y a la défense du roman écrit par Salman Rushdie. 2010, c'était ça? Un peu très haut. Oui. Et il y a la défense que Zadie Smith, une grande romancière anglaise, britannique, a fait récemment. J'étais à New York quand elle a publié cet article. Et 2 choses m'ont frappé particulièrement. Une d'elles est celle que vous venez de signaler, l'idée qu'une certaine compréhension du roman, une certaine forme du roman, peut-être a déjà disparu. Elle n'est plus là. Elle a perdu la faveur des lecteurs. Ça n'intéresse plus de la façon qu'on connaissait avant. Mais aussi, il y avait une conversation particulière qui m'a vraiment intéressé. Et c'était le centre de cet article. Et ça tournait autour du droit que nous avons, les romanciers, à raconter une histoire d'un point de vue qui n'est pas le nôtre, du point de vue d'une identité qui n'est pas la nôtre. Elle s'inquiétait beaucoup sur cette idée qu'on appelle maintenant adrobination culturelle. Et elle se demande, et si on changeait le nom de ce phénomène? Et si on l'appelait d'une façon plus positive, peut-être plus positive, plus séduisante, cross-epidermical interest, qu'elle dit.
Morador, ça va. Alors, on accepte tous ça. Mais cultural appropriation, ça a l'air mauvais. Et c'est vrai que à notre époque, on est en train de mettre en question ce droit. Le droit d'un écrivain de raconter une histoire imaginaire, une histoire de fiction, à partir d'une identité sexuelle, nationale, raciale, qui n'est pas la sienne. Et c'est ça, je crois, le noyau de mes inquiétudes. Parce que ça met en cause la fiction vraiment. Ouais. Alors avant peut-être d'arriver vraiment au 20e ou 21e siècle, je voudrais quand même mentionner une petite incursion que vous faites dans la peinture qui, dans ce contexte, est absolument passionnante parce que vous reproduisez le tableau Les Ménines de Velázquez. Et vous, dans cette argumentation, vous citez le tableau parce que vous dites que le couple du roi Philippe II et sa femme sont absents donc du cadre. On les voit, alors, je pense que tout le monde connaît ce tableau, on voit le reflet dans le miroir qui est au fond de la salle. On voit toute la cour et la famille assises. Et on se rend compte que si on suit ce raisonnement, c'est nous, les spectateurs, qui sommes à la place du roi. Oui. Et cette idée, évidemment, qu'on puisse, à l'époque de Velázquez, se mettre à la place du roi avait quelque chose de révolutionnaire et correspond en quelque sorte à cette réflexion. Oui, pour pouvoir se projeter dans le monde, on peut prendre n'importe quelle place. On peut prendre la place du roi dans ce sens-là. C'est magnifique. C'est ça, c'est ça. Oui. Oui, et c'est une proposition révolutionnaire, n'est-ce pas? Je crois qu'on a décapité des gens pour beaucoup moins que ça. Suggérer que nous, tous, nous puissions nous mettre à la place du roi et de la reine d'Espagne était, je crois, subversive au moins. Et c'est ce que Velázquez fait. Velázquez nous regarde, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau. Dans le tableau, on est en face de Velázquez qui nous regarde, qui semble nous regarder, parce qu'il regarde les modèles de sa peinture, les modèles qu'il est en train de peindre. Et c'est la reine Marianne d'Autriche et le roi Philippe. Et on le sait parce qu'il y a le reflet. Il y a le reflet. Mais alors cette idée qu'un artiste comme Velázquez nous regarde comme il aurait regardé le roi et la reine, pour moi, est devenue une sorte de métaphore du moment, du changement de mentalité qui est arrivé dans le XVIIe et qui mène directement à la démocratie. C'est l'idée l'idée très soutenue par le roman, que n'importe quelle vie a de l'intérêt, que n'importe quelle vie mérite d'être racontée. Dans le tableau, que n'importe quelle vie mérite d'être regardée par un artiste. Et qu'une œuvre peut accueillir tout le monde. Voilà. Et c'est exactement ce que Don Quichotte avait fait 50 ans auparavant. C'est l'idée d'ouvrir l'art de la littérature pour accueillir tout le monde. Don Quichotte, il y a une scène magnifique, la scène des galeotes, mais je ne connais pas le mot en français pour ça. Ce sont des prisonniers qui sont en train d'aller à la peine dans les bateaux. Merci beaucoup, les galériens. Merci. Galeotes, en espagnol. Et Don Quichotte se promène et il demande à chacun de lui raconter son histoire. Et il refuse de les mettre tous dans le même sac, pour ainsi dire. Il sait que chaque individu a une histoire différente et il a la meilleure volonté pour respecter les différences individuelles. Et il va avec sa générosité, son humanisme, sa tolérance. Et il se fait battre, bien sûr, par tous. Et il finit la scène avec une de ces chèques qui ont fait que Nabokov détestait le Quichotte. Il disait que c'était un livre cruel et il a raison. Mais c'est une cruauté de laquelle on rit. Et le rire est aussi une des grandes vertus
de la proposition de Cervantes. Cervantes nous demande de croire que le rire est aussi une forme de subversion, de se moquer du pouvoir, de se moquer des structures sociales. Et là, il est évidemment rejoint par Kundera. Et c'est là que Kundera aime bien, oui. Alors, je voudrais juste revenir, autant je suis, pas évidemment, moi je suis vraiment d'accord avec vous quant à la nocivité même de cette question identitaire qui s'infiltre dans le débat artistique. Autant, on constate aussi que l'histoire disons du point de vue propre dans un sens, politique ou social, peut avoir son importance. Et quand on pense, pour aller très vite, que la, la notion même d'histoire peut être, effacée par le pouvoir au nom d'une nécessité, supérieure, exercée par l'État. On a eu, évidemment la coïncidence entre le début de la guerre en Ukraine et l'interdiction par Poutine de l'association, Mémorial. Oui. Qui, du coup, efface à travers la disparition de cette association, disparaît aussi la mémoire, des ravages du stalinisme. Et là, il y a quelque chose probablement, qu'on peut sauver dans l'envie, dans la montée de la question identitaire, c'est-à-dire parce que ça concerne aussi une question politique qui consiste à dire: si nous, on porte pas nos récits, personne les porte et nos récits vont être perdus. Et donc là, je voudrais juste ajouter, il y a une phrase peut-être qui me semble un peu tracer cette différence. Je crois que c'était Philip Roth qui disait: «Lorsqu'on veut sauver le monde, on devient communiste. Si on veut sauver un être, on devient écrivain». Il y a peut-être cette question-là, c'est-à-dire, Il a dit Philip Roth. tellement intelligent. Une différence essentielle, mais qu'il faut probablement souligner pour défendre la liberté absolue de l'écriture, non? Oui. Oui, la question du passé, en tout cas, se présente comme un des grands problèmes pour ou un des grands soucis quand on remarque la position du roman dans nos sociétés contemporaines. Parce que, bien évidemment, comme toujours, le pouvoir politique est maintenant, je répète, comme toujours, et entre autres, la possibilité d'imposer une version du passé à la société. Le pouvoir politique, c'est raconter une histoire et savoir où pouvoir l'imposer sur la société, à la société. Et c'est là que le roman a toujours, depuis 200 ans, mais je crois que avant aussi, a agi comme une sorte de rébellion, de résistance. Les romans dans une société comme la mienne, comme la tradition latino-américaine, la société latino-américaine, les romans est l'endroit où on lève la main et on contredit le pouvoir. On dit au pouvoir, on parle au pouvoir et on dit: vous mentez, c'est pas vrai, vous oubliez quelque chose, parce que on a vécu parmi des grands narrateurs, les dictatures, le totalitarisme, l'Église raconte des histoires aussi qu'elle veut imposer à une société. Et les romans en Amérique latine, mais je soutiens que partout dans le monde, à différentes époques et avec des différentes intensités, les romans a été l'endroit où nous, les citoyens, nous récupérons le droit de raconter notre histoire et de faire face à la version unique, à la version monolithique du pouvoir. Donc, en un sens, non seulement je comprends, mais je respecte et j'approuve la préoccupation de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, la préoccupation avec les histoires que nous racontons, parce que ça nous définit. Mais je crois que c'est une évidence que la fiction transite par d'autres chemins. La fiction fait des choses différentes. Et
et l'idée d'interdire la possibilité que nous avons de nous mettre dans la peau d'autrui, de feindre que nous sommes quelqu'un d'autre, mènerait à des pertes énormes pour ce que nous sommes, pour ce que nous comprenons des autres et ce que nous sommes capables de faire comme citoyens aussi. Alors, il y a au fond, on se dit, enfin, en vous lisant, je me suis dit que tout ce que vous avez écrit pourrait également alimenter vos essais. C'est comme si vous pouviez constamment vous citer vos propres romans pour les questions que vous soulevez. Et c'est évidemment très intéressant parce que j'imagine que vous ne l'avez pas écrit dans cet esprit-là, mais à chaque fois, on se dit, tiens, là, il y a une résonance. Et notamment en ce qui concerne la question de l'identité, il y a ce qui nous saisit, nous, lecteurs, à coup sûr, lorsqu'on lit un roman comme, je parle d'un roman, mais vous me corrigerez, comme une rétrospective, donc qui est consacré le roman. à un cinéaste vivant, dont vous retracez la vie, qui lit, et c'est un roman assez monumental, je crois 400 pages, et c'est une biographie incroyable qui haletante et qui nous saisit de par ses implications géopolitiques, historiques et aussi nationales avec la Colombie. Et à la fin, je me rappelle plus si c'est ici ou dans un entretien où vous dites que à la fois le personnage principal, donc Sergio Cabrera, que c'est aussi sa sœur Oui. qui apparaît aussi dans le livre, les deux se disent qu'au fond, on apprend quelque chose sur nos vies en vous lisant. C'est quelque chose de vertigineux. C'est-à-dire, lorsque le personnage principal reconnaît lui-même, en savoir plus sur lui-même à travers le roman que quelqu'un d'autre a écrit. Oui, je pense que c'est quand même une belle illustration du pouvoir assez mystérieux de l'écriture. Du roman, oui. De la nécessité. C'est vertigineux pour eux. Pour moi, c'est un privilège, non, de construire un espace où chacun des personnages peut apprendre sur la vie de l'autre et sur sa propre vie aussi. Mais c'était en effet très émouvant aussi. Je croyais que mon roman parlait de Sergio Cabrera seulement. J'ai fait 200 pages sur sa vie, qui était passionnante, qui était une vie pleine d'aventures politiques, à la fois que personnelles et idéologiques. À la fois. Évidemment, mais c'était vraiment aussi une histoire du XXe siècle, avec l'arrivée du personnage. Mais c'est ce que j'essayais de faire dans tous mes romans. Tous mes romans essayent de jeter un peu de lumière sur l'espace où les vies privées, les vies intimes se croisent avec les forces de l'histoire et de la politique. Et quand j'ai rencontré Sergio Cabrera, j'ai compris que je parlais avec un de mes livres. Je parlais avec lui, qui d'ailleurs a cette timidité qui fait que c'est très charmant et en même temps très inquiétant d'être avec lui dans un dîner comme ça. Et tout le monde parle et tout le monde raconte ses histoires et on se croit tous très intéressants. Et à un moment, il lève la main et il dit « Ah oui, ça me souvient, je me souviens de l'époque où j'étais garde rouge de Mao. » Et alors, tout le monde se tait. On comprend tous que nos vies sont banales à côté de la sienne. Et il a cet aspect un peu zélique d'avoir vécu comme garde rouge de Mao, mais aussi comme révolutionnaire colombien dans la jungle, mais aussi en mai 68, il n'était pas ici en mai, mais au mois d'avril 68, il était ici, à Paris. Et donc, je parlais avec lui et je commençais à comprendre que sa vie n'était pas comme les autres, que sa vie était vraiment cet endroit que j'essayais toujours d'illuminer. L'espace où le privé se croise avec le public, où les forces de l'histoire pénètrent dans nos vies les plus intimes. Et avec un effet qui est la plupart des fois négatif. Et
Et alors, j'ai commencé à parler avec lui et je me suis rendu compte qu'il y avait ce personnage à côté, sa sœur, Marianella, qui était toujours là. Et je me suis dit, pourquoi pas lui donner une vingtaine de pages, faire un personnage pour des raisons purement littéraires, un personnage plus complet. Il va me falloir parler avec elle une demi-heure et écrire une vingtaine de pages de plus. J'ai parlé avec elle, j'ai fait 2 interviews de 3 heures chacune et le roman a doublé en taille parce qu'elle est vraiment un personnage d'une dimension énorme. Et alors Sergio, quand il a lu le manuscrit terminé, il m'a dit: «Écoute, j'ai un seul souci. Si on n'a rien inventé, pourquoi inventer ces scènes avec ma sœur? L'aventure que tu racontes est passionnante et ça a beaucoup d'intérêt, mais pourquoi inventer si on n'a rien inventé, toi et moi?» Et je lui ai dit: «Je n'ai rien inventé, c'est ta sœur qui m'a raconté ça». Et c'était la première fois de sa vie qu'il entendait ces histoires. Parce qu'après avoir quitté la guérilla colombienne, il y a une sorte de tabou qui est tombé sur la famille de Sergio Cabrera, avec des interdictions de parler de ce qui s'était passé pour la famille. Et dans mon livre, ils ont découvert ce que c'était pour les autres membres de la famille que de vivre pendant ces années-là. Et ça, c'était à la fois une satisfaction privée, mais aussi une façon de comprendre le mystère ou les mystères de sa vie que le livre essayait d'illuminer. Il y a un autre point qui me paraît essentiel à la fois dans une rétrospective, mais aussi dans les autres livres que vous avez écrits. C'est la place que vous donnez à vous, au narrateur. Il y a toujours une présence de quelqu'un qui... Et il me semble que ce rapport entre le narrateur et l'histoire qu'il raconte, qu'il est déployé dans le livre, est quelque chose à la fois éminemment complexe, éminemment politique aussi peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens de comment on écrit comment on raconte aujourd'hui Oui. une histoire. Et il me semble qu'il est tout à fait peut-être la complexité des constructions est aussi due à cette question-là, jusqu'où on se rend soi-même visible. Enfin, Oui. l'auteur Juan Gabriel Vázquez, le narrateur, jusqu'où il est visible dans l'auteur, dans le livre, jusqu'où il intervient. Est-ce que c'est une question qui apparaît très tôt dans l'écriture de vos livres? Est-ce que c'est quelque chose qui... Dans l'écriture, la première question toujours est qui raconte l'histoire. C'est la question la plus importante à laquelle il faut répondre. Qui raconte l'histoire? Parce que la distance qu'on met avec la matière qu'on essaye de raconter est très différente si on le fait à la troisième personne, qui connaît tout, qui sait tout, ou à la troisième qui ne connaît que le point de vue du personnage, ou à la première. Et la première de qui? Tout ça, c'est des questions qui semblent seulement littéraires, mais c'est aussi des questions politiques et morales. Euh, je, je parle dans le livre, je parle de 2 de mes livres, une rétrospective et Le corps des ruines, qui est entre les miens mon roman préféré. Faut pas le dire aux autres. Et, et c'est parce que c'est entre autres raisons, c'est le plus intime, le plus personnel, un roman dans lequel j'ai utilisé un moment important de ma vie, la naissance de mes filles, comme une sorte de moteur de réflexion et de l'action. Et c'est aussi, excusez-moi, c'est aussi le point de rencontre le plus radical entre la grande intimité et l'histoire de la Colombie. Voilà, ça, ce qui est frappant. Exactement. Et la raison pour laquelle je choisis ça, je choisis de raconter l'histoire à partir d'un personnage qui s'appelle comme moi, qui a mon identité, mes coordonnées vitales, c'était la matière de mon récit. Dans les commencements, la naissance de ce roman pour moi est un épisode vrai, dans lequel un ami, un chirurgien colombien, qui connaît mon intérêt, mon obsession, on va dire,
pour 2 crimes de l'histoire colombienne. L'assassinat en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán, candidat libéral à la candidat présidentiel, et le sénateur libéral Rafael Uribe Uribe, qui a été assassiné en 1914, et que vous connaissez tous, même si vous ne savez pas, parce qu'il est le modèle de Aureliano Buendía dans Son temps de solitude. Et les 2 hommes ont été assassinés dans des circonstances complexes, obscures, et les 2 crimes sont devenus pour moi une sorte d'obsession. Or, cet homme m'invite chez lui, me dit qu'il a des choses à me montrer que personne d'autre pourrait me montrer, et il sort d'un tiroir une vertèbre de Jorge Eliezer Gaitán et Et le crâne. le crâne, une partie du crâne de Rafael Uribe Uribe. Et ça, c'est arrivé dans ma vie au même moment que mes filles jumelles étaient nées et qu'elles essayaient de survivre après une naissance assez difficile. Et j'arrivais chez ce monsieur pour prendre dans mes mains les os des morts illustres de la Colombie, immédiatement avant ou immédiatement après d'avoir visité mes filles dans leur cuveuse. Et à un moment, je me suis demandé quel rapport y a-t-il entre les 2 moments? C'est-à-dire de quelle façon mes filles vont hériter de l'histoire violente de mon pays? Et qu'est-ce que je peux faire pour les protéger? Et c'est la question la plus importante qui a donné naissance au livre. Et il m'a semblé tout de suite que le narrateur devait être moi, parce que il fallait pas, avec des questions pareilles, il fallait pas se cacher derrière les masques qu'un écrivain, qu'un romancier utilise. Il fallait transmettre au lecteur ou insister pour le lecteur sur la vérité de ces anecdotes et l'importance personnelle pour l'auteur de ces réflexions. Tandis que dans une rétrospective, c'était la vie de Sergio qui était importante. La mienne ne l'était pas du tout. Donc, je suis présent dans la première ligne du roman et dans la première ligne du dernier chapitre. Mais le reste est raconté du point de vue de Sergio Cabrera, de sa sœur Marianela. Et pour moi, l'enjeu, c'est de pénétrer leur conscience, leurs valeurs, assimiler leur point de vue pour raconter le monde à partir de là. Non pas de mes convictions, de mes idées, de mon point de vue. Je crois un auteur que vous estimez beaucoup, un auteur français pour le coup, Emmanuel Carrère, Oui. il disait un jour que la première phrase de l'adversaire, qu'il a mis, je crois 7 ans à écrire, était la plus importante qu'il avait jamais écrite. Dans la première phrase, il règle en fait son rapport. Il dit la nuit, c'est le roman qu'il avait consacré à cet homme qui avait tué toute sa famille, femme, enfants et parents. Et dans la première phrase, il dit le jour X où Jean-Claude Roman, je crois, il s'appelle, a tué sa famille. Moi, j'ai assisté avec mon fils de 5 ans À l'école. ouais. Et de poser dans la première phrase le rapport, ça lui a mis 7 ans pour trouver. Oui, Et après, il dit, c'est au fond, sa carrière en tant qu'écrivain a commencé là. a commencé là. Oui. J'ai trouvé ça fascinant parce que c'est un peu, ça revient un peu à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est de trouver ce rapport et peut-être de le nommer. Ensuite, je voudrais utiliser ça pour enchaîner parce que un des chapitres les plus troublants et intéressants, je trouve, s'intitule, ou une des conférences, parce qu'il faut encore une fois rappeler qu'il s'agit de conférences que vous avez réécrites. La 3e s'appelle « Raconter le mystère ». Et ce qui est évidemment fascinant, c'est qu'avec tout, que ce soit Le corps des ruines ou que ce soit L'Adversaire, ce sont des livres qui nous amènent quelque part dans une zone qui reste mystérieuse, et j'imagine qu'elle reste aussi mystérieuse pour l'auteur. C'est la raison, absolument. Oui, oui, absolument, c'est la raison pour laquelle j'écris. Mes romans sont bâtis souvent, je crois qu'il y a 2 exceptions, comme des enquêtes. Il y a quelqu'un qui regarde un mystère,
qui est conscient de l'existence d'un secret, et les romans essayent de mener une enquête sur ce mystère, sur ce secret, de prendre quelque chose qui est dans l'ombre et l'amener vers la lumière, disons. Et c'est comme ça que je trouve mes sujets. Mes romans partent toujours d'une rencontre avec quelqu'un qui a un coin obscur dans sa vie, qui a un côté de sa biographie qui est dans l'ombre, qui cache quelque chose, qui a une histoire qui n'est pas connue. Donc, l'idée de mystère, de secret, reste pour moi dans le centre du roman comme genre. C'est d'ailleurs une autre des raisons pour lesquelles les romans a souvent éveillé la méfiance des sociétés. Il y avait notamment Madame de Staël qui disait au début du 19e qu'elle comprenait vraiment, c'était une femme, vous le savez tous, une femme qui a été chassée de la France par Napoléon, entre autres parce qu'elle écrivait des romans à succès, entre autres raisons. Et elle écrit un livre en exil, en Allemagne, dans lequel elle avoue comprendre très bien la méfiance que le roman éveille chez certains gens, parce que les romans savent trop sur nous. Les romans dévoilent nos secrets les plus intimes. Elle dit que personne devrait savoir ça, savoir ce que les romans racontent sur nous. Et elle dit, et c'est une formule magnifique, elle dit que maintenant, on ne peut pas sentir quelque chose de nouveau sans se rappeler immédiatement qu'on l'a vu dans un roman. Et ce pouvoir de la fiction pour illuminer les coins les plus secrets, les plus obscurs de nos existences, pour elle, ça viole quelque chose. Il y a quelque chose de dangereux. Et elle a raison. Mais aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on lit des romans. Parce que c'est la seule façon parfois qu'on a de connaître les autres jusqu'à la fin, de faire la connaissance entière. C'est le mot d'un romancier que j'aime, Ford Madox Ford. Il dit que le roman est la seule façon de connaître de façon entière les autres. Et c'est une des idées pour lesquelles les romans restent indispensables pour moi. Donc, je crois que c'est, puisqu'on est, mais on a un peu le droit de citer les auteurs, parce que le livre, j'ai fait de citations. Oui. Faulkner disait à un moment donné que je crois qu'il écrit ses livres jusqu'à la 200e page, plus ou moins, et après, ce sont les livres qui prennent le livre en charge, et il ne sait plus vraiment. Et je crois effectivement qu'il n'a pas vraiment su ce qu'il avait fait quand il a écrit Absalom, par exemple. C'est quelque chose. Je suis d'accord. C'est Il n'avait aucune idée. parce que pour rester dans la notion de mystère, c'est ça, ce qui est évidemment, c'est un peu difficile à manier, c'est un concept un peu métaphysique, mais je crois que c'est quelque chose d'essentiel quand on touche à la puissance du roman. Oui, c'est l'idée que les romans, une certaine pratique du roman, ou écrire des romans avec une certaine idée de ce que le genre est, finalement, c'est avouer que les romans souvent savent beaucoup plus de choses que nous, les romanciers. Les romans sont plus intelligents que les romanciers, sont plus généreux, plus capables de comprendre, plus intelligents, plus pénétrants que le romancier. Et c'est la raison pour laquelle souvent les romanciers sont des gens minables, mais ils écrivent des romans magnifiques. Et là, je parle à la 3e personne. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui reste pour moi très en tête. L'idée que le langage de la fiction a une façon d'aller vers des endroits que le romancier ne connaît pas, et de révéler des secrets qui pour le romancier restent cachés.
il y a un tas d'exemples, mais on peut penser à Tolstoï, Anna Karenina qui était censée, pour Tolstoï, être une façon de censurer et de juger la femme infidèle. Et pendant l'écriture du roman, Anna Karenina s'est transformée. Le roman a commencé à dire des choses que Tolstoï même ne croyait pas. Et la fin du roman est très, très différente. Et le personnage d'Anna Karenina et de son mari, les deux, sont très différents à la fin de ce qu'ils avaient été au début. Oui. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose de, je pense, tout à fait central. Et il y a les plus grands textes portent même, on dirait, la trace de cette transformation. Et Oui. je pense souvent à un grand roman, enfin, si on peut dire roman brésilien, Haute Terre, qui a été réécrit, qui avait tellement fasciné Vargas Llosa qu'il avait écrit Oui. l'histoire de la Guerre d'Acunha. fin du Euclides da Cunha. Oui. Mais il y a aussi un auteur, je me rappelle si vous le citez aussi, Naipaul, qui dans L'énigme de l'arrivée écrit au fond, il écrit l'écriture de son à la fois de son roman, mais aussi de sa naissance en tant qu'écrivain. Oui. Et je pense que ce sont peut-être que ce par commodité, on pourrait appeler mystère, encore une fois, réside aussi dans cette capacité du roman ou de l'écriture de la forme romanesque à rester suffisamment souple ou élastique pour pouvoir prendre le virage qu'on ne peut pas. Le roman n'existe pas au départ de l'écriture. Il cherche son chemin Oui. et c'est dans les grands textes, on trouve la trace de Oui. de ce virage. Oui, c'est pour ça que je peux insister que une rétrospective, un roman qui n'invente rien, qui raconte les faits réels, vérifiables de la vie de Sergio Cabrera, est pourtant un roman. Parce que c'est le langage de la fiction qui transforme sa vie en une autre chose qui n'était pas là avant. Je me suis souvenu dans la petite note que j'écris à la fin du roman, une note auteur, de la définition donnée par un dictionnaire colombien sur le mot feindre, le mot fingir en espagnol. Et le dictionnaire nous rappelle que les origines latines du mot feindre voulaient dire modeler. Modeler dans le contexte de la taille de bois, de la sculpture. C'était ça, fingere, l'origine latine du mot. Et j'ai adoré ça, parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec la vie de Sergio Cabrera et avec la vie d'une sculptrice colombienne à l'occasion, Felisa Burstyn, qui est le sujet de mon dernier roman publié. Ce sont des vies réelles dont je raconte les faits réels, mais la fiction consiste à les donner une certaine forme, à modeler ces faits, à choisir les proportions, à choisir qu'est-ce qu'on élimine, qu'est-ce qu'on laisse. Tout le monde connaît l'anecdote de Michel-Ange qui mettait son oreille à côté d'un morceau de marbre et il disait « J'entends le David, il est là, je l'entends ». Et dans un certain point de vue, un romancier fait exactement ça. Il prend la montagne de matière qui est la vie d'un homme comme Sergio Cabrera, d'une femme comme Felisa Burstyn, et il sculpte une figure pour essayer de raconter une version de l'histoire d'une vie sans laquelle, en théorie au moins, notre compréhension de ces vies était incomplète. Alors, j'ai encore deux questions. Il y en a une que j'ai cherchée tout à l'heure, j'ai pris un peu trop de notes, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup de vous. Vous notez, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Écrire un roman, c'est également redéfinir le lexique qui définit notre métier. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est se poser. Écrire un roman, c'est se poser des questions sur le mot fiction, le mot réalité, les mots inventés. Qu'est-ce qu'on invente? Est-ce que c'est pas vrai que chacun de nous, quand on raconte notre propre histoire, on est en train de faire de la fiction? Ça, les psychanalystes le savent. Il y a une conversation magnifique entre J.M. Coetzee, le romancier sud-africain, et sa psychanalyste
dans lesquels ils évoquent cette idée. Chaque fois qu'une personne raconte l'histoire de sa propre vie, elle est en train de faire de la fiction, de modeler une version de sa vie, qui souligne certaines choses, qui élimine, oublie d'autres choses. Et tous ces termes, inventer, imaginer, qu'est-ce que c'est que l'imagination? C'est un concept beaucoup plus élargi qu'on pourrait l'imaginer quand on écrit de la fiction. Ce livre s'appelle La traduction du monde parce que dans une page magnifique de la recherche de Proust, le narrateur dit que chacun de nous a un livre dans son intérieur et que la vraie tâche du romancier ne serait pas donc d'inventer, il ne faut rien inventer, mais de traduire l'expérience de chaque personne, l'histoire intérieure que chaque personne a en elle, la traduire pour qu'elle soit, dans le langage de la fiction, compréhensible pour le monde. Et tous ces mots, traduction, inventer, imaginer, fiction, réalité, appartiennent au lexique du romancier qu'il doit ou qu'elle doit inventer, réinventer chaque fois qu'on se met à écrire. Mais c'est dans cette idée de la réinvention du lexique que réside probablement aussi la raison pour laquelle on relance, le roman se relance de toute façon. Il y a oui, la répétition n'est pas possible. Donc il faut de toute façon, quelle que soit étant la crise ou la menace qui menace de priver le roman de ses fondements et de sa chambre d'écho. Oui. Il y a là quelque part une énergie qui est propre à l'écriture. Je voudrais quand même, avant de finir, un peu plaider pour faire un plaidoyer pour notre propre cause. C'est que ça fait quelques années qu'on présente, la Maison d'Amérique latine depuis longtemps, des auteurs latino-américains, et je suis toujours sidéré à quel point la littérature latino-américaine est quand même extraordinairement vivante, vivace et inventive. Il y a des noms, je pourrais citer des noms, 5, 6, 8, 10, qui m'éblouissent. Et donc, au fond, combien même je peux évidemment vous suivre dans le constat, vous dites vous aimez être pessimiste, mais en même temps, on constate qu'il y a quand même beaucoup de propositions littéraires qui vont alors quand même pour dire de l'écriture quasiment journalistique, comme peut la pratiquer par exemple quelqu'un comme Leila Guerriero, Oui, jusqu'à oui. Mariana Enriquez ou La fantaisie. Reda qui réinvente ou qui réactualise une forme qui n'était pas forcément en vogue en Amérique latine avant. Donc il y a toujours quand même quelque chose qui continue. Oui, ça s'explique pas de plusieurs façons, mais je crois que dans l'histoire latino-américaine, j'ai toujours vu un phénomène qui m'intéresse depuis longtemps. Les sociétés en convulsion, les sociétés en conflit produisent de l'art, surtout quand le conflit devient violent. Les sociétés qui basculent dans un autre modèle ou qui sont en crise intérieure, en crise avec elles-mêmes, produisent des romans. Parce que les romans, la fiction, est une des façons que nous avons inventées pour répondre à des questions difficiles que personne n'est en train de poser, pour gérer nos frustrations, dans les romans, les sociétés filtrent leurs inquiétudes les plus profondes. Et là, je parle de la société colombienne qui est dans une crise assez intense depuis un siècle. Et l'histoire de la littérature colombienne, mais aussi en Amérique latine, pourrait se mesurer en tant que réponse aux questions les plus difficiles que la vie publique, que les forces de la politique et de l'histoire nous posent. C'est souvent là. C'est une réponse du citoyen privé, des esprits privés
aux grandes crises de la vie publique. Et c'est ça le roman. Mais avec avec un vocabulaire renouvelé, réinventé et redistribué. Oui, oui. Mm. Richard Rorty, le philosophe américain, parlait du lexique final. On a tous un groupe de mots qui nous aident à définir nos situations dans le monde, nos relations, nos rapports avec le monde. Et plus élargi est ce vocabulaire, plus d'opportunités nous avons de gérer le conflit, les problèmes. Je crois que les romans, dans une tradition comme la mienne, sont des boîtes à mots, comme ça. Dans le roman, on trouve une façon de gérer la relation avec le monde qui peut être très utile. J'espère qu'elle le sera encore un certain temps. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, la traduction du Monde, éditée aux éditions du Seuil, dans une traduction, oui, d'Isabelle Gugnon. Comme on parle beaucoup de traduction, les conférences, c'était en anglais, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, vous les avez Je les ai traduits en espagnol pour les publier en espagnol. pour les traduire ensuite en... Et ensuite, Isabelle les a améliorés pour la traduction française. Oui, c'est ça. Je me suis dit peut-être que vous avez... D'accord, merci. Merci, Patrick. Et merci à vous tous, vous toutes, de votre façon. C'est Oui, ça va. Simplement en relation à Sergio Cabrera et en général le contexte de vérité, mensonge, invention, imagination et tout ça. Donc finalement, tu as dit, tu n'as rien inventé. Il a dit, c'est parfait, à part de la question de sœur. Mais finalement, quand il lit ça, il ne lit pas sa vie. Il lit ta version de sa vie. Donc c'est toujours comme ça, non? Donc, et version de sa vie. Et il lit aussi un film futur qui pourrait se faire parce qu'il est réalisateur. Et donc, il y avait plusieurs casquettes. Et c'est une des moments les plus intéressants de sa lecture, c'était le voir regarder sa vie comme matière de la fiction, en même temps qu'il reconnaissait que c'était ma fiction faite sur ce qu'il avait raconté. Donc, il y a un écart important et intéressant entre sa mémoire de sa vie et ce qu'il a lu dans le roman. À partir de sa lecture, il a complètement... ses souvenirs ont commencé à changer immédiatement. Et Adapter ses souvenirs à ce que tu as écrit. Comme on voit les photos et on dit j'étais là, mais j'étais pas là. exactement. Et il s'est souvenu, il a réalisé une série à la télé colombienne sur un personnage qui pour nous est très important, un chanteur de vallenatos. El maestro Rafael Escalona. Il a fait une série sur sa vie. Et dans la série, il a inventé, lui comme scénariste, il a inventé que Escalona, à un certain moment de sa vie, passait près de la Sierra Nevada, en Colombie, une montagne très haute, et il a vu l'avion d'Amelia Earhart égaré au milieu de la montagne. C'est une invention du scénariste. Mais après la série, qui a eu beaucoup de succès, il s'est rendu compte que Escalona avait commencé à raconter cette histoire comme si vraiment elle était arrivée à lui. Et Sergio me disait exactement la même chose est en train de me passer, de m'arriver à moi avec le roman. J'ai complètement perdu de vue la différence entre ce que j'ai vécu réellement et ce que tu as manipulé, ta version des faits de ma vie. Peut-être donc tu pourras trouver Gardel. Oui, je ne sais pas s'il va aimer cette idée, mais oui, c'est vrai. Une autre? Il semble que tout est très clair.
dernière question. Bonsoir. Vous avez parlé de la dynamique de la littérature latino-américaine, surtout liée à un contexte de crise. Je vous interprète. Cependant, je crois que c'est vrai, mais il manque des choses. Et je vois des sociétés nombreuses avec un territoire immense et dont la quantité et la qualité de la littérature les a désirées. Je crois que effectivement la crise c'est un moteur, mais que ce n'est pas tout. Et c'est là où j'aimerais que si vous aviez des éléments complémentaires. Merci. Euh, je crois que la littérature latino-américaine passe par un moment excellent. Je crois que le devenir de la littérature latino-américaine des 80 dernières années est très intéressant à voir parce que on a commencé, disons, les années 50 avec une sorte d'ensemble d'îles. Les pays ne se communiquaient pas avec les autres. Si on était péruvien et qu'on voulait lire un écrivain argentin, il fallait voyager, il fallait aller en Argentine. Et si on était argentin et qu'on voulait lire un écrivain cubain, il fallait aller à Cuba. Et il y a eu ensuite un phénomène très intéressant, c'est la naissance des maisons d'édition espagnoles qui ont commencé à publier tous les écrivains latino-américains en même temps, en leur permettant de se lire entre eux. Carlos Barral à Barcelone a publié Vargas Llosa et envoyé Vargas Llosa partout en Amérique latine, et les écrivains latino-américains ont commencé à se lire entre eux. Et les lecteurs latino-américains ont commencé à avoir une conscience d'appartenir au même continent littéraire. Et ça a complètement changé la littérature latino-américaine. Ça a permis la notion de tradition beaucoup plus facilement qu'avant. La notion d'appartenir à une tradition. Et que la tradition se faisait aussi d'une langue, mais aussi de une identité esthétique. Le mouvement, ce qu'on appelle le boom latino-américain, est né avec une sorte d'identité politique qui était la défense de la révolution cubaine, mais surtout, et particulièrement, l'idée de renouveler le roman en espagnol, en langue espagnole. L'idée d'accueillir la présence d'un Faulkner ou Hemingway, Virginia Woolf, James Joyce, Albert Camus, Sartre, et les mélanger tous pour renouveler la création du roman latino-américain. Et ce sont des leçons qu'on a reçues maintenant. Ce sont on profite, ma génération, les autres générations qui sont venues après le boom latino-américain, on profite de cette ouverture, de cette idée du roman comme un lieu de rencontre des langues, des différentes traditions. Il y a eu un essai publié par Borges dans lequel il défendait son droit à la tradition littéraire universelle face aux forces de la critique de la société qui voulait qu'il reste un écrivain argentin de langue espagnole. Et il disait non, un écrivain latino-américain a le droit à toute la tradition. Et il faut se souvenir à quel point c'était subversible, ça. C'était un acte de rébellion pour comprendre comment on a profité, ma génération, de cette ouverture de porte menée par la littérature latino-américaine dans les années 50. Et là, c'est ce qu'on a. On a des générations de plusieurs générations dans lesquelles le mélange d'influences, de traditions est tout le temps là. Rodrigo Fresán, en Argentine, n'a rien à voir avec Leonardo Padura au Cuba, et Samantha Schweblin n'a rien à voir avec Guadalupe Nettel. Mais le seul point commun qu'ils ont, c'est la volonté d'utiliser la littérature comme un lieu de rencontre de langues, de traditions littéraires, de genres, mélanger les genres. Et tout ça, c'est un des héritages qu'on a reçu du boom. J'espère que ça va
que ça va durer. Intéressant la notion d'ouverture vers le monde. Vraiment. J'ai connu quelqu'un de l'ambassade brésilienne et qui parlait de la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Il disait, c'est comme s'il était brésilien. Oui, voilà. Parce que les romans sont plus intelligents que les romanciers. Pourquoi? Et il serait d'accord, Marie, notre cher Mario. Muchas gracias. Merci.